Alors bonjour à tous, ça y est, le live a commencé. On va parler de mystique quantique et avec notre invité Frédéric Bernier, on va parler de plein de sujets, notamment l'astrophysique, la physique quantique, la mécanique quantique, la spiritualité, la science, l'univers, la création, la relativité, euh, les voyages spatio-temporels, et plein d'autres sujets philosophiques, scientifiques. Et on va partager ça avec Frédéric Bernier. On va attendre qu'il se connecte pour... Hop. Allez. Coucou Marion. Super. Bon, vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? Le son est bon. Alors, super. Ok, nickel. Bon, dès que Frédéric se connecte, on va pouvoir commencer le live pour parler de ces sujets passionnants qui font couler beaucoup d'encre. L'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et toutes les questions qu'on se pose par rapport à la création, par rapport à tout ce qui nous entoure. Ça va être fascinant. J'ai trop hâte parce qu'on a plein de... Il y a un programme super ce soir. Franchement, vous allez adorer. Je vais voir si il est là. Alors, tac. Alors, Frédéric, est-ce que tu es là? Tac. Toujours pas. On va attendre quelques minutes. C'est la première fois qu'il fait un live sur Facebook. Il y a peut-être un petit délai de comprendre le mécanisme, comment s'inviter. Bon, allez, le voyage dans les étoiles, là. Je pense qu'il ne trouve pas, peut-être. Ah, ça y est. Yes. Ok. Ça devrait se lancer. Joue en cours, connexion. Super, ça y est. On va y arriver. Ouais, super. T'as trouvé facilement, c'est bon? Ouais, Nickel. Bah on va y super, bah, arriver. génial. Merci de... Bienvenue, Frédéric. On a déjà quelques spectateurs et je pense que ça va arriver le temps que ça se lance. On va avoir d'autres spectateurs. Et ben, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous. Comment est-ce que Merci tu as pour eu? ton invitation. Ouais, ben écoute, avec plaisir. Ta journée s'est bien passée? Oui, c'était une journée bien remplie comme souvent. Ok, super. Ben écoute, si tu veux, on se lance. On se lance dans le vif du sujet. Oui, très bien. Euh, alors, Frédéric, tu es notamment un chercheur indépendant dans tout ce qui est mécanique quantique. Et tu fais plein d'autres choses à côté. Tu es coach, tu travailles aussi dans l'énergétique. Et en fait, je dirais que tu es une personne multipotentielle.
as plein, plein, plein de ressources dans tes petits doigts, puis dans ta tête et dans ton être. Et je voudrais juste que tu partages un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre, enfin voilà, comment tu occupes tes journées, qui tu es un petit peu, Ok, en gros, entre guillemets, pour les spectateurs. ça marche. Eh bien, j'ai différentes activités. En fait, j'ai un métier plus ancien que les autres qui est le marketing. Donc, je suis consultant, formateur et conférencier en stratégie de marque, en branding, marketing. Donc, c'est Mhm. très, très cartésien, très rationnel, très stratégique. Ouais. Et donc, ça fait une dizaine d'années. Et puis avant, mon premier métier historique, c'est graphiste. Et puis, à 4-5 ans, je suis devenu coach. Donc, je suis spécialisé dans l'émergence des talents. Donc, j'ai accompagné Mhm. une soixantaine de personnes en individuel à révéler leurs talents. Et puis également, depuis 2 ans et demi, je me suis spécialisé sur la multipotentialité. Donc, j'accompagne ce que j'appelle les multipreneurs, les entrepreneurs multipotentiels. Voilà. À se D'accord. canaliser, à gérer leurs projets, à développer leur succès. Et puis à accepter cette singularité aussi beaucoup au début. Et puis effectivement, je suis énergéticien holistique depuis 3 ans. Voilà, avec différentes techniques. Je pratique l'Access Bar, le Reiki, la kinésiologie, le Theta Healing, la lithothérapie. Et puis bientôt, les harmonisations et les suites numériques de Grigory Grabovoy. Ok. Et puis en parallèle de ça, du coup, bah, j'ai ce projet sur lequel je travaille depuis un an, qui est de créer un institut de recherche dans le domaine de la mystique quantique dont on va parler, je crois. Et ça fait plusieurs années que je fais des recherches. Donc au début, ce n'était pas des recherches, c'était des lectures. Et puis maintenant que j'ai acquis un certain nombre de connaissances depuis un an, ça devient vraiment un travail de chercheur. Mhm. Et c'est ça que je trouve fascinant avec toi, c'est que il y a vraiment ce côté très énergétique, très axé sur une dimension qui est pas palpable et qui est vraiment du domaine de l'invisible. Et à côté, tu t'intéresses à tellement de choses au niveau très terre à terre, des données, de la science, quoi. Et je trouve ça fascinant et c'est ça qui me plaît dans ce que tu fais et les discussions qu'on a pu avoir. Je trouve ça vraiment fascinant parce que tu as tellement de connaissances que j'ai plein de questions. Du coup, je voulais juste qu'on commence parce que je suis pas sûre que les gens connaissent exactement. euh, de définir un petit peu, il y a la physique, on parle souvent de la physique quantique. Toi, tu parles de la mécanique quantique. Et je voulais savoir si tu pouvais nous éclairer un petit peu par rapport à tout ça, si c'est la même chose, qu'est-ce que ça inclut, quelles sont les définitions que tu pourrais apporter aux spectateurs. Hmm. Euh, alors moi, je parle aussi, je m'intéresse beaucoup surtout à la mystique quantique. Justement, c'est ça qui est intéressant de faire la différence entre les deux, mais sur l'aspect scientifique, en fait, enfin, quand on parle de physique quantique ou de mécanique quantique, c'est à peu près similaire. La physique quantique, c'est une notion plus vaste que la mécanique. Euh, Quoi qu'il en soit, les préceptes de la mécanique quantique ont été conceptualisés il y a un siècle, en fait, hein, à peu près, parce que voilà, il y avait un âge d'or dans les années 20, il y a les années 1920, avec Einstein, Bohr, Bohm, Schrödinger, Heisenberg, Mhm, etc., qui ont vraiment conceptualisé. Donc, en fait, la physique quantique, c'est, pour la définir simplement, c'est tout simplement la science qui étudie l'infiniment petit. Autrement dit, l'infiniment petit en dessous de la taille de l'atome. Donc, on va mhm, aller explorer, on va aller essayer de comprendre comment fonctionne la vie, l'énergie à l'échelle de Planck, donc qui est sous l'échelle de l'atome, donc l'échelle subatomique, là où on observe des choses assez magiques. Donc effectivement, je peux te partager dans les grandes lignes cette magie incroyable qui est de la science, hein, clairement. D'ailleurs, de mon point de vue,
le concept même les concepts de la mécanique quantique n'ont pas beaucoup évolué depuis un siècle, contrairement à l'astrophysique où on a fait des découvertes quand même relativement importantes, notamment ces dernières années. Donc en gros, en mécanique quantique, ce qu'on peut voir, pour faire simple, il y a le principe d'intrication. Donc l'intrication Mhm. quantique, c'est-à-dire que lorsque deux particules ont été en lien, lorsqu'elles sont séparées et éloignées, vraisemblablement sans limite de distance, elles restent connectées avec un principe de polarité. Mais l'intrication quantique, ou entanglement, ça veut tout simplement dire que lorsque deux particules ont été connectées, eh bien, quoi qu'il arrive, dans le temps et l'espace, elles restent connectées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut, euh, ça peut donner une lecture scientifique à des phénomènes qu'on vit en macro au niveau relationnel, etc. Ce sentiment de déjà vu, de reconnaître quelqu'un, alors que c'est la première fois qu'on le découvre, etc. Mhm. Il y a le saut quantique. Alors, le saut quantique, c'est une expression assez galvaudée dans le domaine du développement personnel, etc. C'est rarement fondé sur une explication scientifique. Quand on dit qu'on fait un saut quantique, c'est une métaphore souvent en développement personnel pour dire qu'on on a fait un saut de conscience qui est important et on a l'impression qu'il y avait un avant et un après. Et scientifiquement, le saut quantique, c'est tout simplement en fait une particule qui tourne en orbite autour de quelque chose et qui disparaît instantanément et réapparaît à un autre endroit sur une autre orbite, un peu comme si Mars disparaissait d'une seconde à l'autre et réapparaissait sur l'orbite de Jupiter, toujours en tournant autour du Soleil. Mhm. Euh, et puis, il y a ce qu'on appelle l'ubiquité quantique. Donc, c'est un peu la même idée que ce saut, sauf que bah, la particule, elle existe à la fois ici, à la fois là-bas. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans d'autres univers, par exemple dans la religion chrétienne et dans les miracles déclarés à Lourdes, il y a un prêtre chrétien qui avait le don je crois qu'on appelle la bilocation. Et donc, ça veut dire qu'à l'échelle macro, on a pu aussi voir des témoignages d'êtres humains capables d'être présents à plusieurs endroits à la fois, simultanément. Mhm. Donc ça, c'est assez amusant de voir le parallèle entre l'infiniment petit et notre échelle macro dans la matière. Et puis, il y a un principe générique, je m'arrêterai là pour introduire la physique quantique. Il y a un principe générique qui, moi, m'enchante et m'émerveille et, euh, et a fait peur à beaucoup de physiciens à l'époque, peur parce qu'ils étaient complètement déboussolés. C'est qu'à cette échelle-là, l'énergie, elle existe lorsqu'elle n'est pas en interaction avec son environnement. Par défaut, l'énergie existe à la fois sur le plan vibratoire et à la fois sur le plan particulaire. C'est-à-dire que l'énergie existe en même temps à l'état de matière densifiée et à l'état plus éthérique, vibratoire, ondulatoire. Et c'est Ouais. seulement lorsqu'on met en place un protocole de manipulation et d'observation que l'énergie observée ou manipulée, quelque part, fait un choix, en conscience d'ailleurs, entre l'onde ou la particule. Ok. Moi, comment je le comprends au niveau de l'énergie, justement, quand tu parles de vibration énergétique et dans la matière, dans les particules, c'est, je te l'avais partagé aussi, c'est une fois, une amie m'avait dit, en fait, l'énergie, comment on est matière, en fait, alors qu'on est énergie. Elle m'expliquait, ben, en fait, l'énergie vibre très, 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 très vite. Et à mesure que l'énergie vibre de moins en moins vite, il y a comme une densité qui se forme. Et en fait, le principe de la matière, elle m'expliquait que c'était vraiment l'énergie qui vibrait à une vitesse beaucoup plus lente, en fait. C'est comme, en fait, les haillons d'une roue de vélo, on les voit au départ, et puis plus tu tournes la roue vite, plus ils disparaissent jusqu'à ne plus du tout les voir. Et elle m'expliquait ça comme ça, et je trouvais ça vraiment intéressant d'en fait, c'est que on est de l'énergie, mais qui vibre à une vitesse plus lente, qui fait qu'on devient solide. Complètement, Est-ce que ouais. c'est plutôt ça? Oui, c'est correct, hein, c'est correct. Et puis,
Il y a notamment, je crois que c'est l'échelle de Bovis, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui permet de mesurer justement le champ énergétique. On l'utilise en magnétisme, je crois. Et effectivement, il y a une histoire de densité. Donc, tout ce qui est matière est un taux vibratoire complètement différent de ce qui nous compose dans l'infiniment petit. Et ça, c'est un grand paradoxe parce que, effectivement, dans l'infiniment petit, ça vibre pas du tout de la même façon. Et, on vit en fait cette coexistence de la matière et de l'ondulatoire. Comme disait Nikola Tesla, tout est vibratoire, tout est ondulatoire, mais on n'en a pas conscience. Sauf quand on commence à faire un chemin intellectuel et un chemin spirituel aussi, parce que la pratique de la méditation, par exemple, je pense peut permettre d'accéder à ce genre de conscience. Et puis, il y a certaines pratiques aussi en thérapie énergétique qui permettent d'accéder à cela, en fait, de mettre le corps dans un état particulier, le cerveau dans un état particulier pour accéder à quelque chose de plus subtil. Mm. Mm. Et ce que je trouve fou, c'est que bien évidemment, quand tu travailles sur toi et que comme tu parles de la méditation, des choses comme ça, on voit des fois des guérisons un peu miraculeuses ou des personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui se mettent à, bon, déjà manger mieux, méditer, qui vraiment changent un petit peu leur routine et que d'un coup, la chose disparaît, elles ont changé leur façon de penser, elles ont changé leur manière d'être dans leur relation. Mais ce que je trouve fou, c'est les guérisons miraculeuses d'être fait par un autre être, en fait. Comme tu dis Oui, à Lourdes, et là, du coup, tu parlais enfin, je sais plus comment tu bilocation, l'expliquais. ouais. Mm. Voilà, c'est où la personne, en tout cas, elle guérit une autre personne. Et là, j'en reviens aussi à Jésus, du coup, parce que la personne qui va te guérir te voit déjà guéri. Mais c'est incroyable que enfin, bon, c'est mon cerveau qui, qui comprend pas trop. Alors, moi, ma démarche, j'insiste souvent pour dire qu'elle est laïque. En tout cas, ma recherche est laïque. Mm, Et pour autant, le propre de la mystique quantique, c'est justement d'aller étudier les grandes religions et les grands courants de philosophie spirituelle, tels le bouddhisme, le soufisme, le taoïsme, le shintoïsme, etc., pour voir les corrélations avec les découvertes scientifiques des dernières décennies en astrophysique et en physique quantique. mm, Donc, moi, je m'interdis rien, en fait, dans l'exploration. Après, j'ai mon propre code de fonctionnement, justement, pour bien cadrer les choses et faire preuve le plus souvent possible de discernement et de lucidité et de garder une indépendance intellectuelle. mm, Et une fois que ce cadre il est posé, oui, je m'autorise avec beaucoup de liberté d'aller lire voilà, des versets du Coran, d'aller lire d'autres informations parce qu'on voit des parallèles quand même assez troublants. mm. Ouais. J'ai envie de te poser une question par rapport à l'origine, en fait. Du coup, là, on part sur carrément autre chose. La théorie du Big Bang, en fait. Mhm. Euh, En fait, avant, il n'y avait rien, ou en tout cas, je ne sais pas s'il y avait rien, mais il n'y avait pas l'univers, il n'y avait pas les planètes, les étoiles et comme l'univers comme on le connaît maintenant. Il y a eu une explosion. Et l'explosion a généré beaucoup de chaleur. Et de ce que j'ai compris, lorsque la température a baissé, il y a eu un ordre qui s'est créé et l'univers est apparu avec les planètes, avec enfin, tout comme on le connaît maintenant. Mhm. Moi, je me dis enfin, c'est mon cerveau d'humain, hein, mon petit cerveau d'humain se dit, mais attends, comment il n'y avait rien avant et il se passe une explosion et comment on sait qu'il n'y avait rien avant? Qu'est-ce que le rien? Enfin, tu vois, c'est hyper complexe pour mon petit cerveau à comprendre. Et la question, c'est que j'entends, c'est qu'y avait-il avant?
Ben oui, et comment on sait en fait? Quelles sont les recherches qui permettent de dire que Mm, il y a eu le Big Bang, mais avant le Big Bang, il n'y avait rien en fait. mm. Alors, pour moi, ça parle, on en avait parlé, ça parle euh, de différentes théories récentes en astrophysique. Alors, de toute façon, soit en fait, on pose la question sous l'angle religieux, divinatoire, Hmm, divin, et ouais. avec un dogme. Et là, on est dans le registre de la croyance et de la foi. Hmm. Soit on pose la question d'un point de vue empirique et avec des équations, et on va essayer de recréer des expériences qui se vérifient à chaque fois. Et là, on est dans le registre de la science. Bon. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ma démarche intellectuelle, elle a été très, comme Heisenberg, Schrödinger et Einstein, qui vraisemblablement ont lu en fait des Védas et sont beaucoup intéressés à l'hindouisme, et ont Mhm. vraisemblablement auraient échangé entre eux aussi là-dessus, et que leurs équations mathématiques, elles auraient été inspirées en fait d'un certain nombre de réflexions en fait spirituelles. Ben, moi, c'est un peu la démarche, c'est un peu cette démarche-là qui m'intéresse, c'est-à-dire que Hmm. je vais écouter un peu mon intuition. Et par exemple, à un moment donné, j'ai intégré un concept que finalement, il y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin. Hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer Ouais. quand on est humain incarné, parce qu'on est limité dans ce corps, de mon point de vue. On est une âme qui est incarnée, et, et donc le corps va vivre sa vie, puis va s'éteindre. Mais l'âme, elle, et ça, il y a moult témoignages qui le prouvent, hein, que l'âme, elle, elle va continuer son chemin ailleurs, et à une autre époque, hein, un autre espace. Euh, et donc, euh, cette idée, en fait, qui n'est pas de début et pas de fin, elle est complètement contradictoire avec le fait de naître et de mourir. Oui. Euh, Hmm. donc, c'est pas du tout intuitif. C'est contre-intuitif de se Hmm. dire, il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin. En revanche, si on émet cette hypothèse-là, ça nous permet d'aller explorer des théories en astrophysique notamment. Et il y a certaines théories qui développent le principe de multivers. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, soit en fait, effectivement, on considère que avant le Big Bang, il n'y avait rien. Et dans ce cas-là, on va aller écouter des gens comme Étienne Klein ou autres qui ont étudié la question du temps et de l'espace-temps. Et aller, c'est très intéressant d'aller questionner la différence en philosophie des sciences entre le rien et le néant. Hmm. Euh, est-ce que le rien est l'absence de tout? Est-ce que le néant peut être pensé? C'est quelque chose d'assez elliptique intellectuellement, c'est-à-dire c'est un peu cette absurdité que fait le bruit d'un arbre qui tombe dans une forêt déserte. On ne sait pas, puisque personne n'est là pour l'entendre. Donc, est-ce que le néant peut exister s'il n'y a personne pour le conscientiser? Il y a quelque chose d'assez elliptique, et donc on peut tourner en rond, on peut devenir fou hein, avec cette question. Ouais. Mais c'est très intéressant. Du côté de la science, en fait, il y a plusieurs théories intéressantes. Il y a notamment cette théorie du Big Bang. Et donc, il y a le Big Bang tel que tu l'as décrit, et il y aurait cette autre approche qui serait de dire qu'à un moment donné, l'univers va arrêter son expansion, et puis on va avoir à nouveau une gravité en fait attractive qui va réintégrer en fait dans l'infiniment petit, dans un point avec un niveau de concentration extrêmement important. Tout l'univers va se contracter en un point et va s'enfoncer sur lui-même, tel un trou noir. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle le Big Bang, jusqu'à générer à nouveau une nouvelle explosion et un nouveau Big Bang.
Et ça, c'est une théorie, pour moi une théorie du multivers qui va être séquencée dans le temps. C'est un multivers en fait qui est phasé. Et donc, on peut le projeter. Donc, il y aura un avant et un après. On peut spatialiser le temps et donc dire qu'il y a un Big Bang numéro un, puis un Big Bang numéro 2, etc. Et donc, Ok. dans quel Big Bang nous existons, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, cette théorie, elle est très intéressante parce que elle a des impacts sur la façon dont on va penser en fait l'univers, ses origines et son avenir. Euh, et en même temps, il y a d'autres philosophies du multivers qui, elles, sont plutôt parallèles. Et donc là, on accède à des notions de dimension. Et donc, il y a une grande théorie du multivers qui pose l'hypothèse que il existerait une quantité infinie de dimensions parallèles dans le même espace-temps. Et donc, il existerait, et ça, c'est des théories très sérieuses, hein, et notamment des théories assez récentes, je crois, basées sur la théorie des cordes, où effectivement, on pourrait imaginer la même version de toi, Jessica, qui Mm. existe dans une infinité de dimensions, Ouais. euh, et avec des variantes très faibles ou très importantes. C'est-à-dire que dans une dimension, tu pourrais t'appeler Jennifer et pas Jessica, et tu vivrais au Texas, Mhm. et tu serais maman de 3 enfants. Ça, c'est une variante douce, mais tu pourrais aussi exister dans un autre univers où tu aurais la peau bleue, euh, et Oui. puis tu aurais 4 bras, des branchies, et puis tu serais très chaman. Et c'était Ouais. il y a moins de 3500 ans. Donc en fait, dans cette hypothèse-là, tout est possible. Tout est Mm. possible. Donc la seule limite, ce serait notre imagination. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui expliquerait aussi euh, ces, ces ressentis et ces expériences de certaines personnes qui se connectent à d'autres vies ou même des enfants qui arrivent sur Terre et qui racontent leur vie passée. Alors, je dis passée entre guillemets parce que si on part de là, c'est une autre dimension. Très clairement, avec des détails incroyables. Il y a des documentaires qui sont faits là-dessus et des vies parallèles en fait. Et ça, c'est oui, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Mais tu te dis en fait, c'est quoi le mais là, je pense que c'est pas on veut pas répondre à cette question, mais du coup, toutes ces vies parallèles sont là, mais c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces vies-là? Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que c'est autre chose qui fait le point d'entrée en fait de toutes ces dimensions de notre être ou de nous en fait, Hmm. tu vois? Moi, cette question-là, pour moi, aujourd'hui, elle a une réponse évidente qui peut paraître très naïve, et qui pourtant emprunte un caractère universel et intemporel. Pour moi, c'est l'énergie d'amour. C'est-à-dire que pour moi, le point commun entre tous les êtres vivants, quelle que soit leur configuration spatio-temporelle, c'est à partir du moment où tu fais l'expérience de l'incarnation, eh bien, tu fais l'expérience de l'énergie d'amour. Donc, pour moi, la notion de Dieu ou de principe divin, je l'appelle énergie. Je l'appelle énergie et pour moi, ça me va bien parce que le mot énergie, il a plein de sens au niveau Mm. rationnel, au niveau scientifique, et il a plein de sens au niveau spirituel. Et moi, l'énergie, je l'aborde sur les deux aspects et je m'y intéresse sur les deux aspects. Et c'est vrai que cette énergie-là, pour moi, elle a en elle-même, comme dit Grabovoi, de l'information. Et cette information, elle a pour origine et pour moteur l'amour. Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut paraître très naïf. Et quand on fait des Mm. expériences voilà, mystiques, métaphysiques, comme ça a pu m'arriver il y a quelques années, il y a 6 ans, on le vit quand on le vit dans le corps au niveau sensoriel, quand on le vit dans le cœur,
il y a un avant et un après. Mm. Donc après, soit on est dans le déni et puis on met ça dans une petite boîte, peut-être une future boîte de Pandore quand ça va s'ouvrir à nouveau, soit on en fait quelque chose. Mm. On en Ouais. fait quelque chose. Mais tu vois, cette théorie-là, elle me fait penser à, je t'en parlais aussi la dernière fois qu'on a échangé, c'est sans parler d'autres dimensions, enfin, je veux dire d'autres vies, il y a déjà multidimensions dans notre vie actuelle d'être humain. Euh, Par exemple, enfin, enfin, il y a une Frank Lobvé que je suis et que j'aime beaucoup, qui a expliqué et qui pour moi faisait sens et que je pratique aussi avec les fleurs de bac, justement pour faire la paix avec des parties de soi. C'est que dans ta vie, tu vas vivre certains traumatismes, voilà, certains accidents, certains chocs qui font que dans cet espace-temps, il y a quelque chose qui va se cristalliser et qui va stagner dans l'espace-temps. Et en fait, il expliquait que le but de notre incarnation, c'est de rapatrier ces petits moi qui sont, enfin ces moi, ces doubles en fait, qui sont restés cristallisés dans l'espace-temps pour être plus entiers en fait, plus, voilà, pour être complet entre guillemets, hein, je mets toujours. Mais voilà, on va vivre certains événements, certaines péripéties qui vont nous ramener à revivre certaines émotions en lien avec ce choc Oui, pour qu'on puisse prendre conscience et qu'on puisse ramener ces parties de soi parce que la charge émotionnelle était trop forte et que du coup ça a été stagnant dans l'espace-temps. Et lui, il expliquait voilà, que le but c'était de ramener ces parties de soi pour être un être plus complet, plus, et du coup plus libre, entre guillemets, moins sous l'influence de ces traumas. Et justement, nous, dans l'accompagnement avec les fleurs de bac, c'est un petit peu aussi ce que je travaille. C'est d'aller travailler sur les mémoires cellulaires parce que ça s'inscrit dans nos cellules, dans notre corps. C'est des informations qu'on a en nous, mais qu'on n'est pas nécessairement conscient. Donc il y avait cette théorie que je trouvais fascinante parce que déjà sans parler d'autres dimensions, d'autres vies, il y a ce côté-là que déjà dans cette vie-là, il y a des choses où on peut connecter pour se libérer entre guillemets. ouais. Ça me fait penser à d'autres sujets qui sont connexes, hein, mais comme des protocoles de soins chamaniques ou énergétiques, qu'on parle de récupération de fragments d'âme, où justement on est Ouais, dans cette c'est ça. philosophie d'aller récupérer, se reconstituer pour être complet, parce que des fois on peut avoir des fuites énergétiques ou des portes d'entrée, des portes d'entrée à l'arrière pour des entités qui ne sont pas forcément super cool. Et Mm. donc il y a des choses qu'on voit où ça me fait aussi penser à quand tu parlais de choses qui sont cristallisées, de parties de nous qui sont cristallisées suite à un traumatisme. Ça me fait penser aussi à des témoignages de médiums, hein, qui vont, par exemple, permettre à des âmes de monter parce que elles, euh, elles sont bloquées, en fait, dans un entre-monde. Et par exemple, parce qu'un membre de la famille pleure le défunt et l'empêche de partir, Mm. n'est pas en paix. Donc, du coup, l'âme n'est pas en paix, elle ne peut pas monter. Donc, l'âme est cristallisée à Mm. un endroit et invisible pour nous. Et le médium peut faciliter ça, ou prêtre aussi. Donc ça me rappelle ça. Et il y a un lien entre ce que tu partages là et donc ce monsieur-là par rapport à la cristallisation à un moment donné, et puis ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la matière, l'ondulatoire et la matière, par rapport à la densification. Mhm. Euh, En fait, j'en parlais avec une amie il y a quelques années et c'est vrai qu'on se rendait compte que finalement, lorsque par exemple il y a une maladie, lorsqu'il y a voilà, un dysfonctionnement dans le corps physique, eh bien très souvent, ça passe par une densification de la matière. Il y a Mm. quelque chose qui se densifie. Donc, si ça se densifie, donc le taux vibratoire, il est encore
plus, plus bas. Et donc, on a en fait quelque chose qui se fige. Euh, et comme dit Grabovoi, quelque chose qui est désharmonisé, quelque chose qui n'est plus à la norme. Mm. Ouais, Donc, c'est intéressant de faire tous ces parallèles. ouais, carrément. Ouais, c'est le travail aussi de Jung sur l'ombre, sur aller voir son ombre et aller embrasser son ombre justement pour être plus libre parce que c'est ces parties-là qu'on veut pas voir et qu'on a tendance à tasser. Ouais, ouais, complètement. Je regarde ma liste de questions parce que je sais pas quelle heure il est, mais ok, waouh, ça passe vite. J'avais une question que je t'ai posée la dernière fois et qui va faire sûrement entrer dans tout ce qui est fractal et autres. Mais est-ce que l'humain est la forme la plus complexe de l'univers? Je me souviens de ta réponse, mais du coup, j'ai envie de la partager aux autres Ouais, personnes. je me souviens de ma réponse. En fait, je pense que ce que je t'avais dit spontanément, c'est que euh, pour moi, en fait, l'être humain n'est pas la, la meilleure ou la plus belle forme créée dans l'univers. Parce Ouais. qu'effectivement, euh, c'est aussi quelque chose, c'est une caractéristique aussi qu'on observe dans l'infiniment petit. Et l'infiniment grand, c'est cette notion de fractal. Euh, et euh, c'est ce mathématicien italien, hein, Fibonacci, qui nous a Mm. proposé une suite en fait très simple, qui est devenue voilà, cette suite arithmétique qui est devenue la courbe de Fibonacci, la suite de Fibonacci. Et elle permet en fait de se rendre compte que effectivement cette forme géométrique, donc qui est la forme de l'escargot et la coquille d'escargot, on la retrouve en fait dans l'infiniment petit comme l'infiniment grand, et que à l'échelle quantique, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très vertigineux. Il y a une géométrie. Alors on peut la qualifier de sacrée si on a envie de la sacraliser. Mm. Mais il y a une géométrie qui se répète à toutes échelles. Et donc, toute cette magie en fait cellulaire, cette magie du fonctionnement du corps humain, on peut l'observer à différentes échelles dans l'infiniment petit. Et puis, plus on zoome, on zoome, on zoome, on sort du corps humain et on voit, on observe et on découvre que dans les corps astraux, on retrouve en fait quelque chose d'assez extraordinaire et on retrouve des mécaniques, des formes géométriques identiques. Donc pour moi, le, le, le corps humain est un corps parmi d'autres. On fait partie intégrante de la nature, mais c'est pas parce qu'on est le prédateur numéro un sur notre planète qu'on est forcément l'être le plus intéressant. Mm. Ouais, c'est clair. Mais on a tout un univers à l'intérieur, c'est incroyable. On n'est même pas enfin, on a du mal déjà à saisir certains mécanismes et réponses de notre corps. Enfin, c'est fascinant, quoi. D'ailleurs, ce qui me fait sourire souvent, c'est que ok, on est soi-disant très intelligent. Il y a une exposition actuellement à Nantes, au musée d'histoire naturelle, qui compare les intelligences humaines et les intelligences animales. Et Mhm. je trouve ça très intéressant. Et ça me fait penser que finalement, nous sommes des êtres relativement fragiles. Quand on Ouais. compare en fait avec toutes les espèces vivantes, on n'a aucun super pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la nuit, on ne capte pas les infrarouges, les ultraviolets. Euh, on a une ouïe qui est peu développée, on a un odorat qui est très peu développé, Mm. on a le sens de la vue qui est très peu développé, on n'a pas de carapace, on n'a pas de fourrure, on ne Ouais. court pas vite. Si on va dans l'eau, en fait, bah, au bout de quelques minutes, on se noie. Mm. Donc, en fait, nous sommes des êtres extrêmement fragiles. Et Et pour limité. autant, Ouais. on a voilà, une forme d'intelligence qui crée des choses extraordinaires et des choses miraculeuses, mais beaucoup dans la matière, beaucoup dans le tangible, Mm. beaucoup dans la matière. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis il y a des gens qui, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il y a des gens qui pourraient répondre, parce que je me le suis fait déjà entendu dire,
oui, mais nous, on a une conscience et on pense et on a des émotions. Et en fait, oui, mais les autres formes de vie aussi, les arbres aussi, les plantes, la nature, les animaux, et on s'en rend compte de plus en plus qu'il y a une forme de connexion et de communication. Et là, il y a des livres qui sortent de plus en plus, notamment sur les arbres, Bien sûr. que les arbres communiquent entre eux, que les fleurs émettent même des sons. Enfin voilà, il y a tout un univers qu'on n'imaginait pas il y a des années, quoi. Oui. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'en suis arrivé à une triste conclusion. C'est pour ça que je choisis maintenant les gens avec qui je partage et j'échange pour me nourrir et pas à tourner à vide, quoi. Mais c'est vrai que je crains qu'aujourd'hui encore, la plupart des êtres humains considèrent qu'à partir du moment où quelque chose est invisible, immobile et silencieux, euh, il n'existe pas Mm, ou il n'est pas vivant. Ça mm, n'est pas la vie. Si c'est immobile, silencieux et invisible, ça n'existe pas. Alors que on admet qu'on utilise le Wi-Fi qu'on ne voit pas, toutes les ondes qu'on utilise, toutes les technologies sans fil qu'on utilise, on a bien conscience qu'on les utilise, pourtant on ne les voit pas. ouais, On respire un air qu'on ne voit pas. mm, Mais paradoxalement, il y a plein d'autres choses qu'on renie totalement. ouais. Euh, et pour moi, vraiment absurde et paradoxal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller découvrir et d'aller chercher du sens et des preuves aussi de cet univers invisible, cet univers silencieux, et Mm, qui est probablement beaucoup plus vaste que ce qu'on veut bien croire. Cette notion de matrice hein, qu'on a dans cette trilogie, justement Matrix, hein, je la trouve très intéressante. Quand le personnage de Morpheus dit à Neo qu'est-ce que la réalité? Si la réalité, c'est ce que tu peux voir, toucher, entendre, etc., ce ne sont que des stimuli en fait analysés par ton cerveau. C'est des stimuli électriques, c'est du 0 et du 1. Donc à la limite, si je branche ton cerveau sur une machine et que j'envoie des messages qui permettent de voir une peinture, de goûter à un steak, de sentir le parfum d'une rose, tu vas considérer que c'est la réalité. mm, Nous sommes dans cette matrice qui est particulière, baryonique, qui est faite de matière. Et en même temps, voilà, on sait que grâce au bouddhisme, avec le principe de vacuité, grâce à l'éther, qui est cette entité qu'on reconnaît en fait plus ou moins en science, qu'on qu'on admet au niveau énergétique, cet élément qui est complémentaire à l'eau, au feu, à la terre, etc. Il y a le principe de noosphère, il y a l'inconscient collectif, il y a plein de façons de le dire, mais en tout cas, on peut admettre, et c'est la mystique quantique qui nous permet justement, on peut admettre que c'est justement dans le vide qu'il y a toute l'information. Et c'est justement pour moi comme ça que l'intrication quantique fonctionne. Comment expliquer que deux choses dans la matière sont reliées en fait à de très grandes distances dans le soi-disant vide? Comment c'est possible? Comment l'expliquer autrement que par cette réalité pour moi qui est que c'est justement dans le vide qu'on accède à l'akasha, qu'on accède à toute information euh, sans limite dans le temps ni l'espace. C'est-à-dire que tout est déjà là, tous les futurs et tous les passés sont là, accessibles en toute chose. Et puisque justement l'univers est composé, selon les physiciens, entre 80 et 99% de vide, et que nous-mêmes, dans l'infiniment petit, nous sommes faits de vide, en nous-mêmes, nous avons accès à toute connaissance. mm. Et c'est aussi ça qu'on appelle le prana, c'est-à-dire qu'on peut ne plus se nourrir de matière, d'aliments, mais on peut se nourrir directement de l'information. C'est beaucoup plus rapide hein, que de voir la pomme, de la manger, faire la digestion, perdre une bonne partie de l'énergie de la pomme
Voilà. Puis ensuite, le peu qui reste dans les cellules, on va les informer pour qu'elles aillent communiquer les bonnes informations dans le corps. En fait, c'est vrai qu'on peut faire plus court. On peut directement accéder à Mm. l'information de la pomme par le crâne. Ah oui, carrément. Bah, d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser au film Lucie. Oui. Et justement, tu as parlé de l'akasha. Est-ce que tu peux juste donner une définition de l'akasha? Hmm. Bah, écoute, pour moi, l'akasha, je suis pas expert dans le domaine, mais encore une fois, ma vision, elle est transverse. C'est-à-dire que pour moi, l'akasha, c'est, on parle des mémoires akashiques ou des bibliothèques akashiques, Mm. etc. Ces espèces de métaphores, on aurait des ouvrages dans lesquels on pourrait puiser sans limite d'espace ni de temps toute vérité. Ouais. Pour moi, c'est le même principe que le principe de vacuité dans le bouddhisme, où en fait, on doit faire le vide en soi pour à nouveau se remplir, que c'est justement en faisant l'expérience du vide qu'on accède à des vérités, qu'on accède à des informations, justement dans un processus d'introspection, c'est-à-dire dans l'infiniment petit. Pour moi, l'akasha, on peut y accéder en fait soit dans l'infiniment grand, soit dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que l'infiniment grand, on passe souvent par un intermédiaire, quelqu'un qui aurait été formé pour cela Mm. et puis qui pourrait lire en fait ses mémoires et qui serait un canal, un médium et qui pourrait répondre aux questions posées par le consultant. Mais on peut aussi avoir une approche différente, une approche méditative, plus intuitive et qui va être justement introspective et d'aller chercher dans l'infiniment petit la même information, puisqu'elle est au même endroit, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Et donc, ce principe de noosphère ou ce principe d'inconscient collectif proposé par Carl Gustav Jung, ce sont des notions qui sont extrêmement connexes. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une conférence du médecin qui valide en fait les miracles de Lourdes et Mhm. qui parlait notamment d'un docteur qui a soutenu une thèse, je crois, en 2019. Je crois que c'est le docteur Lallier et qui parle en fait de supraconscience et donc, effectivement, ce docteur Lallier, en étudiant le sujet des EMI, des expériences de mort imminente, Ouais. en analysant en profondeur les très très nombreux cas d'EMI, il y en a des sommes astronomiques, et bien, il s'est rendu compte que les témoignages convergent tous vers la même expérience, la même réalité, c'est-à-dire qu'il y aurait lorsqu'un être humain est en vie, il y aurait l'âme qui incarne, l'esprit aussi qui est là, et donc il y a une conscience, mais qu'en même temps, lorsque l'âme part, quitte le corps, la conscience se déconnecte du corps et qu'il y a à un moment donné un passage où il y a une connexion entre la conscience de l'individu et une supraconscience qui est décrite lors des EMI comme quelque chose qui souvent est pleine d'amour, Mm. pleine une espèce d'ultra conscience de tout, et en même temps d'une sérénité, d'un calme et d'un détachement, une forme de grâce, où on n'est plus du tout dans l'ego qui cherche à contrôler, à savoir, à nourrir un pouvoir individualiste. On n'est plus du tout là-dedans, on est plutôt dans cette expérience de grâce où on sait, et on sait en même temps qu'on est, qu'effectivement, on est à la fois un et tout. Mm. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut aller essayer de le comprendre au niveau scientifique, mais on peut aussi aller écouter une philosophie spirituelle akashique, euh, mais on peut aussi en faire l'expérience voilà, de plein d'autres façons. Oui, oui, il y a pas nécessairement besoin de mourir pour toucher cet état de grâce. Il y a des personnes qui le vivent. Moi, je pense que j'ai touché ce moment-là à une période de ma vie où je voulais mourir. Et Hmm. effectivement, il y a comme une dissolution de la petite Jessica ou de l'être ou de la vie ou de l'ego complètement. Et il y a
sais pas, il y a une connexion à une immensité, enfin, c'est très, très difficile à décrire. C'est, il n'y a pas de mots, en fait, puisqu'il n'y a pas de limite. On se sent tout et amour, enfin, ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, la fois où je l'ai vécu et je l'ai jamais réatteint ce moment-là, c'était Mm. vraiment très, 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 très fort. Et tu oublies tout, en fait, de ta vie, de tes problèmes, de qui tu es, de ce qui va pas. C'est un bien-être incroyable, quoi. Mm. Et comme Donc, dit Sandrine, une expansion totale de l'être. Elle met dans le ouais, chat. ouais. Ouais, Ouais, tu vois, moi je disais dissolution, mais c'est vrai, c'est le truc, tu te connectes à tout, quoi. Ça fait comme une flaque qui se connecte à tout. ouais. Ça peut être dans la joie et très fort, ouais. Ouais. Ah oui, Ouais. il y a cette notion d'intensité et de joie. Quelque chose qui peut être atteint aussi dans la transe, dans une forme de transe méditative. Hein. On le voit, on l'entend, de témoignages de moines bouddhistes, de chamans. Donc il y a quelque chose qui est à la fois tout et à la fois dans une grande simplicité. Ouais. Mm. Mm. Ouais, carrément. J'ai vu passer une question, je voulais peut-être répondre à Michel qui avait posé une question. Est-ce Ouais, que... pour la quantité de euh, prana, c'est ça. oui, 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 j'arrive pas Je vois la à... quantité de prana disponible varie-t-elle en fonction des jours? Ouais, c'est ça, merci. Hmm. Mais qu'est-ce Je que tu en sais. penses, Jessica? Ouf, alors là, très humblement, j'en ai aucune idée. Je sais pas si elle varie. L'information est toujours là. Donc, c'est nous, notre vibration et notre état qui varie. Peut-être pas ce qui est là, présent depuis toujours. Je sais, Hmm. voilà, c'est une réponse très furtive, mais tu vas nous dire plus. Bon, moi, je te rejoins. Hein, je ne sais pas ce qu'on pense. C'est Michel, hein, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Je sais pas ce qu'en pense Michel, mais euh, à partir du moment où on considère que le prana, c'est l'énergie divine, en fait, hein, qui contient l'information, et donc qui peut nous connecter à l'akasha dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une histoire de le corps physique est quelque part comme un écrin pour accueillir ce prana. Et on peut faire des expériences sensorielles assez troublantes, hein, où justement on peut avoir cette forme de grâce, on peut sentir cette connexion dans le corps avec cette énergie. Et, Mm, euh, et je pense qu'effectivement, ce qui augmente ou diminue, c'est plutôt notre capacité à le percevoir. mm. Ouais, carrément. Je rejoins dans ça, ouais. D'ailleurs, ce qui est très drôle, pour la petite anecdote, c'est qu'on fait ce live et que cette nuit, c'est la pleine lune, donc c'est une énergie aussi pareil. On parle d'infiniment petit, mais quand on va dans l'infiniment grand, les planètes, leur énergie, leur influence sur la Terre, ben, la pleine lune, a une grosse influence sur l'état émotionnel des gens, sur la mer, sur tellement de choses, sur les végétaux. Enfin, Oui. c'est... Ouais. On- on- il y a des simulations qui ont été faites en astrophysique pour essayer de comprendre, et du coup ça touche à la climatologie, pour essayer d'imaginer ce qui se passerait sur notre planète hein, si notre satellite naturel, la Lune, disparaissait. Mhm. Vraisemblablement, on ne ferait pas long feu. Waouh. Je pense Euh, que, ouais, ouais. Il y a une mécanique, c'est-à-dire la vie existe sur Terre aussi, non seulement parce qu'on est à enfin, notre forme de vie, bien sûr, existe sur Terre, non seulement parce qu'on est à une distance miraculeusement juste du Soleil, mais aussi accessoirement avec la Lune, parce qu'effectivement, si la Lune n'était pas là, ben, on n'aurait pas les marées et il ne se passerait pas les mêmes choses. Donc, Mm. aussi, c'était intéressant de l'imaginer en astrophysique. Ouais. Ben, moi, j'ai étudié l'astrologie et c'est vrai que ben, la Lune, le principe féminin, le Soleil, le principe masculin,
le feu, la lumière, l'énergie, le mouvement, l'élan, la pulsion, le soleil. Et la lune, c'est l'introspection, c'est tout ce qui est du domaine de l'émotion, de l'imagination, voilà, il y a tout ce qui est. Donc, oui, j'imagine que sans la lune, effectivement, ça serait compliqué. Il y a une petite synchronicité parce que tu parles de lumière, du soleil, etc. J'en prends un petit peu là. On a fait un petit clin d'œil. Ah, t'as bien. Ah, ben Je ouais, prends, je carrément. prends. C'est trop drôle. Yeah! Vas-y, prends toute cette belle énergie de feu là. Et du coup, est-ce qu'en science, il y a une connexion avec l'astrologie? Est-ce il y a des choses qui sont étudiées en lien avec l'astrologie, justement, la dimension de l'influence énergétique des planètes? Hmm. Ah, déjà, pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière. Il y a plusieurs siècles et même plusieurs millénaires. Euh, Aux origines, les sciences et la spiritualité faisaient bon ménage. Et Mhm, à la fois, on pouvait être physicien et voyant, on pouvait être ouais, c'est vrai. astrologue et astronome. Mm, Et d'ailleurs, euh, l'astrologie, historiquement, était une branche de l'astronomie, ou inversement, je ne sais plus, mais mhm, c'était des disciplines qui étaient intimement liées et les mêmes personnes les pratiquaient. Donc, ouais. voilà, en fait, pour moi, ce qui est évident, c'est que les religions ont posé des dogmes qui ont scindé, en fait, la mystique de la science, quoi. Et puis derrière, les religions, depuis quelques décennies, sont quand même en train de s'étouffer, de s'éteindre, et on voit les nouveaux dogmes apparaître du côté des sciences. Donc on passe d'un dogme à un autre dogme, et en même temps, il y a des gens comme moi et des milliers d'autres qui ont envie de montrer en fait qu'on peut recréer ces passerelles entre la science et la spiritualité pour justement s'approcher avec justesse d'une forme de vérité. Et pour moi, un physicien qui m'a inspiré par rapport à ça, c'est Nassim Haramein. Mhm, Nassim Haramein, dont j'ai suivi les enseignements, que je continue à suivre, voilà, que j'ai le plaisir à voir en visio de temps en temps, en groupe, en collectif, là, avec les autres apprenants de la Résonance Science Academy. C'est un physicien qui, depuis une trentaine d'années, essaye de prouver en fait les corrélations entre la spiritualité, la science et puis la géométrie sacrée et justement la physique. ouais. Donc, il y a des relations, alors très clair, je l'ai vu, hein, il y a des relations évidentes entre l'astrologie et l'astronomie, Mm, bien sûr, comme il y a aussi avec l'astrophysique, mais ce sont des liens qui ne sont pas considérés comme intéressants par des chercheurs en astrophysique, par exemple. Voilà, c'est tabou, c'est pas, voilà, la plupart des chercheurs en astrophysique ne vont, ne vont pas du tout accueillir sereinement des discours comme ça qui font des passerelles. mm, C'est très rare. Mais oui, on voit bien. D'ailleurs, je parlais du Coran, par exemple, tout à l'heure. Quand j'étais au lycée, j'avais un ami qui était musulman et que j'aimais beaucoup et qui pratiquait, qui était musulman, enfin, qui pratiquait beaucoup et qui m'avait fait lire en fait des versets du Coran qui, de façon poétique, euh, décrivaient l'ordre des planètes du système solaire. mhm. Alors que le Coran a ses origines beaucoup plus lointaines que, justement cette époque où en astronomie, on a défini l'ordre des planètes. Donc c'était déjà là. Donc comment c'est possible en fait? Comment c'était possible? Ouais. Hmm. Donc il y avait bien d'autres sources d'informations. Mm. C'est fascinant. On est tellement petit face à tout ça. Et, c'est.
vertigineux, je dirais. Oui. Et du coup, j'avais une autre petite question. Alors attends, je regarde l'heure parce que je me fais gardienne On est du temps. ensemble jusqu'à Une- 19h30 max. Ouais, Après, je dois ok, travailler. ça marche. Euh, Moi, j'aimerais savoir, question personnelle, comment tu en es arrivé à devenir chercheur? Est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie, des choses qui, je sais pas, un déclic, un choc, qui font que tu Mm. es arrivé sur ce chemin-là? Et- eh bien, oui, en fait, il y a, il y a 6 ans à peu près, j'ai vécu ce que j'appelle souvent une crise de croissance, mais pas n'importe laquelle, une crise de croissance spirituelle, Mhm. où j'ai grandi dans la douleur, euh, aussi dans la joie. Mais en fait, voilà, il y a 6 ans à peu près, 6 ans, 6 ans et demi, je me suis séparé de la maman de mes enfants. Puis, quelques mois plus tard, je découvre le sujet de la douance, de la surdouance. Puis, quelques mois plus tard, de la, de l'hypersensibilité. Et puis, je fais des rencontres. Je rencontre deux personnes qui ont été cruciales, des rencontres cruciales dans ma vie et dans cette transformation, donc Fabien et Hélène. Et puis après aussi un trio de chamans. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait des rencontres et j'ai vécu des expériences, des miracles. Des miracles. Voilà, j'ai vu des scènes quand même assez miraculeuses. Et puis, j'ai vécu des expériences sensorielles complètement hallucinantes. Mm. Et j'ai eu l'impression après de vivre c'était à répétition, quoi. Donc j'avais l'impression de vivre dans un film de science-fiction. Waouh. Et c'était vraiment flippant. Donc j'ai vécu des choses, des synchronicités à répétition. C'était vraiment troublant. Et j'ai mis à peu près 9 mois pour digérer ça. Ah, comme disait mon ami à l'époque, il disait c'est flippant, c'est flippant. Il me disait mais arrête de dire c'est flippant, de quoi tu te plains, tu as plus de signes. Tu as eu plus de signes en 3 mois que moi, les 5 dernières années. Donc, profite, hein, et Ouais. accueille. Et quand tu as envie de dire c'était flippant, bah, remplace la phrase par c'est réjouissant. Et ça ira beaucoup Mm. mieux. Ah, pas mal ça. Et j'ai mis du temps, hein, j'ai mis du temps parce que je voyais des choses. J'avais beau dire c'est réjouissant, j'étais quand même flippé. Ben ouais, c'est Donc, quelque chose qui fait peur parce que tu perds totalement le contrôle de toi et de ton esprit et de ton environnement en fait. Tu as ouvert vraiment la porte en grand, quoi. C'est oui, et en même temps, je l'ai pas décidé, je l'ai subi, hein, Mm. voilà. Et ces expériences sensorielles, voilà, de voir des choses que des gens d'autres ne voient pas, de faire des. Puis après, il y a eu des éveils j'ai vécu un éveil de Kundalini, a priori, ça y Mm. ressemble bien. Euh, et puis, il y a eu le don de prophétie, le don de clairvoyance, des choses qui sont arrivées pendant des séances de coaching, ou des trucs de ouf. Je Waouh. disais, là, je voyais la personne qui est arrivée pour la première séance, je voyais défiler très très vite toutes les séances qu'on allait faire ensemble, tout ce qu'elle allait me dire à chaque séance, là où elle allait évoluer, pas évoluer, qu'à la Waouh. fin, elle n'allait pas atteindre son objectif, mais qu'elle allait apprendre d'autres choses. Etc. Donc au début, j'ai fait des erreurs parce que j'étais dans l'ego spirituel. Je me gargarisais de ce pouvoir comme un petit garçon qui déballait son cadeau au pied du sapin de Noël, quoi. Mhm. Et là, waouh, c'est énorme en fait. Ouais. Voilà, et donc je bombardais les premières semaines, c'était ça. Les gens me posaient des questions, ils venaient et je leur bombardais de vérité. Je leur disais, bah voilà, en fait, quand tu étais petit, tu as vécu ça, nanana, et puis bah voilà, l'année prochaine, tu vas faire ça, mais finalement, il va se passer ça, ta, ta, ta. Et donc, c'est beaucoup trop violent, on fait pas ça, jamais de la vie. Donc, j'ai fait Mm. beaucoup d'erreurs Ouais. au début. Vraiment parce que j'avais pas de mentor, j'avais pas de. Voilà, j'étais livré Ouais, à t'étais pas moi-même. canalisé dans tout ce qui Pas se du tout. passait, quoi. Mm. Bah non, 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 déjà je comprenais rien. Donc c'est comme remettre les clés d'une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas passé son permis de conduire, quoi. On ne fait pas ça en fait. La voiture elle va pas faire Ouais. long feu, quoi. Voilà. Puis dans Ouais. le pire des cas, tu vas écraser des gens. Bon, mais heureusement ça a été temporaire et puis j'ai été bien entouré et donc j'ai eu des personnes qui ont été des amis très proches et ça m'a fait du bien. Et ce qui était fou, c'est que suite à ces expériences-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vers moi que je n'avais jamais vu de tout mon parcours de vie, Mm. des gens qui se disaient des chamans,
des prêtres chamans, des gens, des chrétiens, des magnétiseurs, des astrologues, des médiums, au même moment. Et donc, il ne se passait pas une semaine sans que j'avais quelqu'un qui venait vers moi par téléphone ou sur Messenger, etc., en message privé, et qui me disait, soit en tutoiement, en vouvoiement, bonjour Frédéric, on ne se connaît pas, mais j'ai quelque chose à vous dire. Et donc, c'était des prédictions. Mm. Et les gens ne se connaissaient pas entre eux, hein, et les prédictions convergeaient. Donc, ça, Ouais. notamment le fait que j'allais soi-disant voilà, voyager ici et là, notamment au Canada. Et effectivement, 6 mois plus tard, j'étais au Canada. Enfin, c'était hallucinant. Il n'y avait aucune raison pour que j'y aille. Ben, c'est une Mais terre qui attire, hein. Elle est tellement neuve et tellement vaste. Enfin, il y a une ouverture de conscience qui se fait au Canada. Moi, j'y ai vécu 10 ans et c'est un pays où tout est ouvert, tout est possible. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est ce que tu as vécu aussi? ouais, j'ai vécu, je pourrais raconter des anecdotes, mais j'ai vécu des choses assez fortes là-bas. Et c'est vraiment le principe de sérendipité. Je ne sais pas si tu connais ce principe de sérendipité. Ah non, non, non. Ça vient d'un conte qui s'appelle Serendipity, un conte anglais. C'est la sérendipité, comme disait Philippe Kéo, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas en cherchant ce qu'on ne trouve pas. Waouh! Et on le vit tous les jours. C'est-à-dire que voilà, j'allais là-bas avec un objectif bien précis pour voilà, faire ceci et cela, développer mon mouvement marque subjective là-bas avec une ambassadrice, etc. Et je loue un Airbnb et il a fallu que je tombe sur voilà, un duo, un couple gay avec quelqu'un qui faisait voilà, de la magie Wicca, mais de la magie plutôt noire, qui s'apparentait à du satanisme. Et finalement, ça vous amène à aller sur des débats complètement touchy, quoi, et complètement improbable, quoi. Je suis tombé dans un logement où j'ai fait des rencontres avec des gens avec des enseignements qui étaient très Mhm. intéressants, Ouais. où j'avais en face de moi quelqu'un qui paraissait très, très, très sombre, très dark, et finalement qui était un discours qui était très Mm. intéressant. Qui disait, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois les anges ont du sang sur la main. Les anges ont été aussi des criminels. Il y a eu des guerres, Mm. etc. Et il me disait, mais comment crois-tu? J'ai une amie qui est au Maroc, sa famille, à chaque fois qu'elle va au Maroc, elle essaye de faire un mariage forcé et elle est manipulée à distance. Et donc, en face, on sait que ils font couler en fait du sang. Donc, il y a la magie noire avec des Ouais. sacrifices d'animaux. Et elle me dit, moi, j'ai pas d'autre moyen pour l'aider. En fait, la magie blanche, ça ne suffit pas. Donc, le seul moyen de lutter contre ça, c'est d'avoir recours à la magie noire. Mm. Donc ça, Ok. ça m'a. Moi, quand j'entends ça, je me dis, oulala, au secours. Déjà, je flippais. Bah ouais, c'est Déjà, je me clair. dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je fous là? Et puis moi, voilà, une approche très, euh, enfin, comment dire, ouais, très binaire, c'est-à-dire il y a le bien et le mal, il y a des grands principes et non, c'est dangereux de toucher à la magie noire. Non, on ne sacrifie pas des animaux, bien sûr que non. On doit honorer la vie, on doit pas tuer un animal. Et donc j'étais confronté à ça. Et du coup, sur le plan intellectuel, voilà, Mm. ça faisait cheminer, non pas au sens où j'étais converti à la magie noire, pas du tout, mais à cette idée que tout n'était pas tout blanc ou tout noir. Mm. Mm. Et tu vois, là, ça rejoint une question que je me pose aussi. Et du coup, cette personne qui a vécu cette magie noire, du coup, est-ce que on a le libre arbitre ou est-ce qu'on a une destinée? Parce que j'ai déjà été aussi en contact avec ce genre d'énergie-là. Et je me souviens d'une fois où je me suis véritablement énervée et que j'ai dit non, je suis souveraine de mon être et il est hors de question qu'on m'atteigne et il est hors de question qu'on m'envoie quoi que ce soit. Et je me souviens de cette puissance que je ressentais à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai vécu des petits trucs un peu pareils, hein, un petit peu bizarres. Et finalement, ça s'est arrêté. Le jour où j'ai statué et j'ai dit non, stop, je suis souveraine de mon être, ça s'est arrêté direct. Du coup, je me dis, est-ce qu'on a un libre arbitre ou est-ce qu'on a une destinée où on est amené à vivre certaines choses malgré notre volonté, tu vois? Mm.
Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Euh, Parce que en fait, quand j'étais enfant, j'essayais intellectuellement, souvent quand je m'endormais, ça m'arrivait souvent, d'essayer de faire l'expérience de conscientiser la mort. C'est quoi la mort? Hmm. Euh, et euh, et il y avait quelque chose de très vertigineux. Et je me sentais, en plus j'étais en état thêta, donc presque en demi-sommeil, etc. Ouais. Et je sentais qu'il il y avait quelque chose qui était très vertigineux, puisque je me disais, OK, mais quand tu es mort, tu n'as pas conscience d'être mort. Et à chaque fois que j'arrivais à cette idée que quand tu n'as pas conscience de comment conceptualiser la vie avant ou après la mort, si je ne suis pas capable en conscience Hmm. de le conceptualiser. Et c'était vertigineux. Et c'est un peu comme les rêves, du coup. Comme les rêves aussi, Quand ouais. tu Oui, sais oui, pas oui. que tu rêves, en fait. Oui. Tu Alors vois. ça aussi, quand j'étais enfant, j'étais persuadé que, alors adolescent, j'avais une intuition à laquelle je crois toujours, hein, que en fait la réalité euh, opérait lorsque je dormais. C'est-à-dire que pour moi, le Hmm. songe, c'était justement quand je me Ah réveillais. ouais. Je faisais l'expérience dans la matrice, donc dans le jeu vidéo, dans la 3D. Voilà, mon âme est dans le corps. Donc je fais l'expérience sensorielle de l'amour et donc je vis, je vieillis, etc. Hmm. Et je suis dans une matrice, dans un jeu. Et puis quand le corps, eh bien, on le débranche, hein, comme dans Matrix, donc il se repose. C'est quand même assez miraculeux de mourir et de renaître chaque jour. Et ça pose question à personne. Bon. Hmm. Je plaisante, mais on n'est pas loin de ça quand même. C'est quand même Ouais. énorme. Et en fait, et quand je m'endors, pour moi, on débranche et je reviens dans la réalité. Et les rêves, Waouh, intéressant. ce sont des souvenirs de la réalité, en fait, pour moi. Hmm. Euh, et du coup, je me suis questionné. Et à un moment donné, effectivement, ado, je ne sais pas pourquoi ni comment, et incapable de l'expliquer à l'époque, j'étais persuadé que le libre arbitre et le destin, qu'on opposait souvent, eh bien, cohabitent. Et aujourd'hui, je suis capable d'expliquer cette hypothèse. C'est une hypothèse à laquelle je crois. Et grâce à ces recherches, en fait, ben, j'y ai une explication. Euh, et cette explication, elle, elle nécessite en fait de comprendre la théorie des multivers et aussi d'aborder un principe qui est étudié depuis très longtemps et qui est un sujet de recherche important de Philippe Guillemont, qui est chercheur au CNRS, qui est pour moi Mhm. le plus métaphysicien des chercheurs de CNRS, et que j'affectionne beaucoup par rapport à ça, qui a écrit notamment, je crois, la physique de la conscience, et qui s'est intéressé beaucoup à la rétrocausalité, au rétrocognitivisme. Aussi Romuald, que j'apprécie énormément dans ses recherches, Romuald Le Terrier, qui a écrit un livre qui s'appelle Se souvenir du futur, extrêmement intéressant, Ah, waouh. Le titre me parle. avec Ouais. son ami journaliste. Ouais. Et, euh, et en fait, donc comment moi j'explique la cohabitation entre le libre arbitre et le destin? Eh ben, c'est de la façon suivante. C'est-à-dire que moi, je crois dans la théorie du multivers, et pour avoir décrit tout à l'heure ce que c'était, j'ai le sentiment que les théories des multivers se cumulent. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette théorie de multivers phasée, séquencée dans le temps. Donc il y a un Big Mhm. Bang, donc ça se dilate, puis après ça se contracte et ça fait un Big Bounce et ça explose à nouveau. Donc ça recrée Ouais. un ou plusieurs univers. Donc là, c'est séquencé dans le temps. Donc on a une espèce de vision de frise chronologique, hein, voilà, et de linéaire. Et en même temps, en parallèle, on a toute l'autre théorie du multivers qui est les dimensions. C'est-à-dire qu'on Ouais. a dans le même espace-temps, eh bien, dans la même temporalité en tout cas, des dimensions parallèles infinies. En C'est fait. du 5D en fait. On sort de la 3D et on va dans la cinquième dimension, quoi. On peut appeler ça comme ça. Alors après, il y a Ouais. plein de courants de pensée, il y a plein de dimensions, plein de Ouais. théories par rapport au nombre de dimensions. Et même en physique, hein, en physique quantique, en astrophysique, on parle de plein de dimensions. Hein. Ce n'est pas le propre de l'énergétique et du magique qui parle des dimensions. Dans D'accord. les théories en physique, on parle de plusieurs dimensions. Et donc, si on accepte cette théorie du multivers,
eh bien, ça veut dire que on peut soi-même exister dans plein de dimensions en même temps. Mhm. Euh, et donc, moi, je suis persuadé que l'ensemble des choix, je suis persuadé que tout est déjà écrit, qu'il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin, que tout est déjà écrit. Donc, le destin, en fait, de chacun est scellé. Et en même temps, ce destin-là, il en existe une infinité. Ouais. Et en fait, tu choisis ton destin à partir du moment où tu fais un choix en conscience. Mm. Et à la limite, si je peux glisser là, c'est le sujet de ma théorie, en fait. C'est clairement le sujet de ma théorie. Parce que ma théorie, elle s'appelle justement ça, du voyage, la théorie du voyage spatio-temporel multivers par saut quantique intégral. Donc Ouf. je la refais Je le tranquillement. retiendrai pas. Non, non, non. Et c'est la théorie du voyage. Donc, on voyage Ouais. dans l'espace-temps multivers. On voyage dans l'espace-temps multivers. Et comment on voyage dans l'espace-temps multivers? On voyage en faisant un saut quantique intégral. Intégral sous-entendu corps physique, conscience, âme. Mhm. Et donc, Ouais. ma théorie, elle dit quoi? Elle dit que à partir du moment où un être humain fait un choix en conscience à partir de trois synchronicités convergentes, au moins trois synchronicités convergentes, Ok. de façon totalement inconsciente et invisible, elle fait un saut quantique intégral, c'est-à-dire qu'elle change de dimension. Mais à partir de trois synchronicités qui vont Convergente, apparaître dans sa vie, complètement. qui vont Donc ça, faire des liens par rapport à. Oui, d'accord. complètement. C'est-à-dire que en fait, Philippe Guimand définit, j'aime beaucoup cette définition, dit qu'une synchronicité, qui est un concept jungien, hein, est une coïncidence chargée de sens. Mhm. C'est totalement ça. Et le principe de rétrocausalité dont je parlais tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais quelque part, on pourrait imaginer que c'est une théorie, c'est une hypothèse, mais on pourrait imaginer que ces synchronicités ne viennent pas de nulle part et qu'elles viennent du futur. Mm. D'un point de vue purement théorique, l'humain peut voyager dans le futur. Au niveau scientifique, c'est quelque chose d'acceptable. On peut voyager dans le futur comme on peut voyager dans le passé. Et donc, si on peut voyager dans le futur, on peut le modifier. Et si on peut voyager dans le passé, on peut le modifier. Comme Euh, interstellar, quoi. il y a quelque chose en fait qui m'a souvent troublé, c'est intellectuellement, j'avais énormément de mal à conceptualiser le fait qu'on puisse changer son passé parce qu'il y a le sujet de la mémoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses qui étaient vraiment douloureuses, difficiles. Euh, le travail de résilience et de croissance post-traumatique peut-il modifier ma mémoire à tel point que je crée des souvenirs différents ou je me connecte à un autre univers où, dans cette dimension-là, je n'ai pas vécu la même chose. C'est-à-dire que la Ouais. résilience pourrait créer un phénomène de rétrocausalité qui fait que je ne me souviens plus de ma situation de souffrance et je recrée des souvenirs d'un autre passé que j'aurais vécu parce que je me suis connecté par résilience à un autre futur, voilà, à une Mm. autre réalité. Et à partir du moment où on accepte qu'on peut changer le futur, notre futur peut communiquer avec nous. C'est-à-dire qu'une synchronicité, ce serait, pour caricaturer, notre moi futur nous envoie des messages subtils pour faire les bons choix et prendre la bonne direction pour le meilleur futur souhaitable. Okay, donc, Mhm. quand on a ce moi futur qui nous donne des informations de notre moi présent, lui-même est bien en train de parler à son passé. Oui, Donc, il est en train ouais, d'influencer son passé. tout à Donc, fait. ça devient possible de considérer qu'on peut à la fois changer le passé et le futur. Donc, le principe de rétrocausalité serait celui-ci. Donc, pour boucler sur l'histoire du libre arbitre et du destin, pour moi, ça cohabite tout simplement par ce phénomène qu'effectivement, à partir du moment où on a plusieurs synchronicités qui racontent la même chose, c'est notre moi futur qui nous tend une perche. Et là, Mm. en fait, on a un choix. Soit on écoute ces signes, soit on les voit, D'où le libre arbitre de ça. Ouais, c'est ça. Soit on les voit, on les analyse et on fait un choix en conscience par ouais. rapport à ça.
et du coup, on va se connecter à une autre dimension. Soit on ne s'y connecte pas, et hop, soit on s'y connecte pas et on reste dans cette dimension-là. Et j'ai Mm. envie de dire, même joueur joue encore, hein. Moi, je crois en la réincarnation linguiste. Ouais, Donc, ouais, même moi joueur aussi. joue encore. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas certaines choses dans cette vie-là, ben, on va la refaire dans une autre, c'est pas grave. Mm. Oui, oui, parce qu'en soi, il n'y a pas de, y a pas de but, il n'y a pas d'arrivée, donc c'est pas grave en soi. Mais oui. Sauf que tu vas vivre ta vie avec un petit peu plus de souffrance que ce que tu aurais pu vivre si tu avais suivi ces synchronicités, en fait. Un peu plus Oui et non, d'inconfort, parce mais que bon, c'est de ouais, l'apprentissage aussi. Donc, ouais, plus d'inconfort. Et en même temps, alors j'en connais pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques amis qui sont assez fermés sur tout ce qui va être spiritualité et voilà, spiritualité, mystique, hein, et voire même vont être très obtus, voire voilà, vont être vraiment dans le rejet. mhm, Et ces mêmes personnes, en fait, vont vivre une vie plutôt confortable, sans trauma, sans épreuve, plutôt de la joie, plutôt de la. Alors, ça ronronne, hein, bien sûr, mais globalement, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. ok. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a une vie qui s'écoule comme ça. Euh, et pourtant, il n'y a pas d'éveil de conscience spirituel. Mm. Et la vie semble couler comme ça et jusqu'au dernier souffle. Donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de, de souffrir en fait pour s'éveiller. C'est ce que je pense aussi. Merci de le dire Et parce aussi que pour ce ne que je pas pensais. s'éveiller. Ouais, ouais, ouais. Je pense aussi qu'on n'a pas besoin de souffrir pour, euh, pour vivre une vie épanouissante et évoluer, quoi. Hmm, Mm, mm. Je regarde l'heure et je vois qu'il est 19h23. déjà, ok. Ouais, du coup, je sais que tu as des impératifs, donc je veux pas trop te monopoliser ton temps. Écoute, je te remercie et en même temps, je suis un petit peu frustrée parce que j'aimerais parler de tellement d'autres choses. Je trouve que c'est fascinant que, enfin, on pourrait parler pendant des heures et du coup, je me dis peut-être à l'occasion, on fera un autre live, qui sait, ça pourrait être intéressant parce il y a des questions qu'on n'a pas abordées, dont on avait parlé. Oui, Et mais en tout cas, merci parce que voilà, c'était intuitif, on a suivi le cours tranquille, c'était fluide, c'était super intéressant. Voilà, plein de belles choses. Donc merci. Je pense que les gens ont pas mal aidé, ont pas mal aimé. Il y a eu des commentaires que j'ai pas pu lire, mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé et d'avoir commenté. oui, je vois Eileen, Sandrine, Ouais. Véronique aussi tout à l'heure. Mm. Et pour prolonger ces réflexions, le, j'en profite pour passer le Oui. message que le 18 octobre, Ouais. j'aurai la chance d'être interviewé sur la chaîne YouTube de Didier Santiago, qui, qui est venu en fait à ma conférence nocturne en ligne cet été où je parlais de mystique quantique et de voyages spatio-temporels multivers. A Mhm. priori, ça lui a plu et donc il m'invite sur sa chaîne. Donc le 18 octobre en soirée à 20h, eh bien, je parlerai du même sujet. On va explorer plus encore. Donc, à Donc, nouveau, la chaîne YouTube Didier Santiago, c'est ça? ouais, il s'appelle Didier, c'est Didier Santiago. Ouais, je me souviens D'accord. plus Que les gens puissent de- regarder, ouais. ouais, je sais plus, c'est DW Studio, quelque chose comme ça. Mais si vous cherchez Didier Santiago sur YouTube, vous allez trouver la chaîne. Ouais, Ouais, je bah, je vais pourrais mettre une éventuellement petite mettre le note lien. pour regarder Ouais, ça. ouais, ça marche. Bon, ben Bon, eh super. ben, merci à vous. Puis ben, j'espère qu'il y aura voilà, d'autres personnes qui pourront voir le replay. Oui, bah, je vais le mettre en replay, puis je vais t'envoyer aussi, je vais le télécharger, puis je te l'enverrai pour que tu l'aies aussi. Super, merci. Voilà. Bon, Bah, merci à toi, Jessica. merci Et Frédéric. puis merci Merci à vous beaucoup. d'avoir Merci à été tout le là avec monde. nous. Ouais.
Ça marche. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Bye bye.